Bonjour, merci de votre présence. Donc dans ce talk Aircraft la chaise, nous allons vous expliquer comment chez Alptis, donc il s'agit de retour d'expérience, et nous allons vous expliquer comment des pratiques craft ont permis de passer de l'optimisation à l'industrialisation. Et pour illustrer ce talk, on va s'appuyer sur une analogie. Donc c'est l'atelier de Lisa. Lisa a un atelier, elle fabrique des chaises. Et quand elle a fini sa chaise, elle s'assoit dessus pour la tester, voir si tout va bien. Et crac, la chaise casse. Bon, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça qu'elle a l'habitude de fonctionner. Et quand une fois que c'est cassé, elle recommence et elle boucle jusqu'à obtenir une chaise qui tienne debout et qui satisfait ses besoins. Cette analogie, en fait, on peut la faire aussi sur de nombreux projets en informatique. On développe l'application, on la passe en test, en recette, il y a des bugs, on retourne en développement, on corrige, on ajoute des fonctionnalités, ainsi de suite, jusqu'à avoir un état à peu près stable qu'on va livrer en prod. Et c'était aussi le cas chez Alptis. Mais avant d'aller plus loin, il faut faire les présentations. Donc moi, c'est Didier Hérin, je suis dans le monde du logiciel depuis 15 ans maintenant, principalement en tant que tech lead Java. Depuis 5 ans, je suis en freelance. Et ça fait maintenant à peu près 3 ans que je suis bien piqué par le craft et que ça m'intéresse. Et je vois du coup une opportunité chez Alptis de pouvoir tester tout ça à grandeur nature. Oui, moi, c'est Laure Champel. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans la tech. Et oui, je n'ai pas abandonné. Donc, j'ai commencé en tant que dev full stack. Et puis, j'ai fait plusieurs entreprises par la suite. Et en 2013, j'ai atterri chez Alptis, donc Alptis Assurance, en tant que dev full stack. Voilà. Et puis, avec de l'expérience et l'ambition, j'ai évolué chez Alptis, tout d'abord en tant que lead développeuse, donc sur des plus ou moins grandes équipes. Et puis maintenant, ça fait 3 ans que je suis un engineering manager et que j'accompagne 5 équipes à temps plein sur toute la partie développement. Donc, je vais vous présenter en quelques mots Alptis. Donc, Alptis Assurance, c'est un courtier grossiste en assurance. Nous distribuons principalement des offres de santé, de prévoyance, de retraite et d'emprunteurs. Alptis est basé sur un modèle collaboratif avec un réseau de courtiers qui nous permet justement de distribuer nos offres. Donc, pour cela, il passe par un extranet qu'on a développé qui leur permet d'accéder à tous nos parcours de vente afin de tarifer les offres et de pouvoir les proposer à leurs clients et de leur permettre également de souscrire nos différentes offres. Donc, c'est à ce moment-là que Didier il a pu faire partie d'une de nos équipes qui était dédiée au parcours de vente, mais plus sur le périmètre de la santé individuelle. Donc, communément, c'est nos complémentaires santé. Voilà. Et donc, ces offres-là sont principalement ciblées sur des clients qui sont plutôt des particuliers ou des travailleurs indépendants. Donc, maintenant que vous en savez un peu plus sur nous, on va vous présenter comment l'atelier de Lisa s'est transformé. Donc, comment ça a commencé ? En décembre 2024, on était sur une grosse migration sur plusieurs de nos applications pour passer de Java 11 à Java 21. Et il s'avérait que cette migration, elle a été compliquée. Il y a eu beaucoup, on s'est aperçu de beaucoup de choses durant la réalisation, et notamment que on avait des tests, mais ils n'étaient pas forcément toujours super pertinents. Et ces tests-là nous ont pas permis de vraiment voir tous les impacts de la migration. Ce qui a fait qu'on a eu pas mal de régressions tardives. Celles-ci, elles ont été vues assez tard dans le workflow, et notamment au niveau de la recette. Et vraiment, on a eu énormément d'allers-retours au niveau de la recette pour pouvoir gérer cette migration-là. Et donc c'est dans ce contexte que j'arrive chez Alptis.
Donc j'ai vécu cette période de flou, d'incertitude, empreinte de lassitude, etc. Et donc j'arrive en tant que futur tech lead, mais je me dis il faudra que ça change. Bon, s'ils sont gentils chez Aptly, c'est vrai, vous allez voir. Enfin, en tout cas, moi j'ai passé de très bons moments chez eux. Mais j'ai vraiment pas envie de revivre ce contexte-là. Je sais du coup, de manière personnelle, ayant déjà testé le TDD, qu'on peut avoir, on peut être beaucoup plus serein que ce qu'on a vécu. Et donc je me prépare à proposer à Alptis de changer la façon de travailler. Donc effectivement, quelle était la norme à cette époque ? Donc principalement, la plupart de nos produits étaient développés en 6 à 7 mois, donc tout le parcours de vente, avec des équipes de 4 à 5 personnes, donc généralement avec un ou une PO, un ou une QA, et puis 2 à 3 devs front-back. La norme, c'était quoi ? C'était on développait le parcours et on avait une livraison en prod à la mise en marché. Généralement, la date était décidée avec les métiers. Voilà, on avait cette livraison-là finale pour la mise en marché. Donc, comment fonctionnait l'équipe au niveau du workflow ? Donc, on avait d'abord, faut savoir que l'équipe, on a été en partie agile, on s'inspirait beaucoup de Kanban pour livrer en tout cas une partie en flux continu. Et donc toute la partie au niveau des étapes, on avait d'abord une partie de conception où là on faisait l'analyse de la fonctionnalité, donc aussi bien sur la partie fonctionnelle que technique. Une fois que cette analyse-là était faite, ça partait en développement. Et une fois l'implémentation réalisée, on avait une partie de recettes qu'on dit techniques ou recettes croisées, où les développeurs entre eux pouvaient notamment faire la relecture de PR, la relecture de code, et ensuite déployer sur un environnement de développement d'intégration continue pour pouvoir vérifier que la fonctionnalité était opérationnelle. Et pour l'instant, c'était vraiment que dans l'équipe de réalisation. Donc, s'il y avait des retours, ça allait beaucoup plus vite à traiter. Une fois que cette partie-là était validée côté technique, on pouvait envoyer en recette et donc faire la recette fonctionnelle avec le PO et puis le QA. Et alors, bon, je vous ai un petit peu menti tout à l'heure, on n'avait pas forcément qu'une seule livraison. Alors oui, on avait une livraison en prod, mais on avait quand même plusieurs livraisons au cours de notre projet, notamment sur un environnement de recettes, où on pouvait faire des démos au métier et avoir des feedbacks réguliers par rapport aux fonctionnalités qu'ils avaient demandées. Donc, le temps de réalisation, on a pu le constater sur les 3 derniers produits qu'il y avait, donc Santé Select, Santé Protect, Santé Pro Plus. Donc, sur ces 3 produits-là, la façon de faire, ça fonctionnait, les métiers étaient contents, et le produit était satisfaisant. On avait peu de retours une fois qu'il était en prod. Par contre, on a quand même fait un constat. Le constat, c'était on repartait de zéro à chaque fois. Pourquoi on repartait de zéro ? Parce que même si les modules étaient ressemblants, au niveau du produit en lui-même, les règles métiers étaient très spécifiques et à chaque fois, on était obligé de réimplémenter pour prendre en compte ces règles métiers. Donc, ça nous faisait perdre du temps. On essayait de pouvoir réutiliser les choses, mais c'était pas très concluant. Et ça nous faisait perdre du temps. Et du coup, on constatait, on pouvait sortir que 2 produits par an sur le périmètre de la santé individuelle. Donc, les métiers, ils n'étaient pas très contents. Eux, ils auraient voulu qu'on puisse en sortir plus pour justement être plus concurrentiel sur le marché et que les courtiers aient beaucoup plus de choix. Donc globalement, la situation est la suivante. On veut produire plus vite, mais quand on s'assoit sur la chaise, on serre les fesses. Et en fait, plutôt que de chercher absolument à produire plus vite, on peut déjà se poser la question, est-ce qu'on fabrique déjà correctement ? Donc on va essayer de remettre ça en question.
Et effectivement, Didier, ça fait un moment qu'on se connaît. Hein. Tu avais déjà fait une mission chez Alptis auparavant, mais dans un autre service. Il faut savoir que chez Alptis, on parlait des DD déjà depuis un certain temps. On avait déjà mis de l'architecture hexagonale en place et notamment on se concentrait sur le métier. Donc ça nous avait déjà apporté pas mal de choses. Mais on parlait peu TDD. Voilà, c'était pas maîtrisé dans nos équipes. Moi, j'étais venue sur plusieurs conférences, dont Lyoncraft. J'en avais entendu beaucoup parler. J'essayais de le mettre en place, mais c'était pas facile quand il y a personne qui le maîtrise. Et comme je n'étais pas vraiment dans les équipes à coder avec eux au quotidien, voilà, c'était compliqué de pouvoir vraiment le faire passer. Donc je me suis dit, à un moment donné, on avait justement une prestation à remplacer. Et je me suis dit, on va intégrer quelqu'un qui maîtrise le TDD et qui pourra justement influer dans nos équipes. Donc à ce moment-là, Didier, il était dispo. Et il était super motivé pour venir nous apporter son expérience. Et donc, à ce moment-là, on s'est dit, c'est le bon moment, la bonne occasion pour repartir de zéro sur ces pratiques-là. Et donc, Didier a intégré l'équipe. T'as pas parlé du nouveau? Oui, effectivement, on avait justement... Il y avait l'aubaine d'intégrer un nouveau produit qui s'appelait Santé Frontalier Suisse et justement de monter la nouvelle équipe qui allait faire ce produit-là. Et donc l'ambition elle est de taille parce que du coup on a une nouvelle équipe et autant sur les aspects techniques, mais il n'y a pas de problème, on a les compétences. Donc la stack c'est Java, Vue.js, ça on maîtrise. Autant la santé individuelle, le métier, on ne connaît pas. Le TDD, je suis le seul à connaître et je dois l'inculquer aux autres. L'environnement Alptis, on ne connaît pas non plus. Toutes les subtilités que ça implique. Donc on doit monter en compétence sur ces 3 axes. L'enjeu est de taille et il faut faire vite. Pour y arriver, donc je vous l'ai dit plus tôt tout à l'heure, chez Alptis, ils sont gentils. Donc, malgré cet enjeu fort, lorsque je leur ai proposé de faire du TDD, bien sûr, j'ai eu le soutien de Laure, mais j'ai aussi, à ma grande surprise, eu le soutien du management de service et de mon équipe. Et donc, en discutant avec mon équipe, du coup, on décide, et avec Laure, on décide de mettre plusieurs choses en place. Donc, forcément, le TDD. Donc, on en parle depuis tout à l'heure, mais peut-être que certains ne savent pas ce que c'est. Donc, Test Driven Development. Il s'agit d'itérer sur un cycle de 3 phases. Une première phase où on écrit un test qui échoue. Une deuxième phase où on écrit un minimum de code possible pour faire passer le test au vert. Et une troisième phase de refacto pour essayer de faire du code propre. On décide de travailler aussi en mob programming. L'idée, c'est qu'en fait, on puisse justement monter en compétences tous en même temps sur tous les aspects. Donc moi, sur la partie TDD, enfin, je code sur la partie TDD, et vous allez voir plus tard que voilà, y a d'autres aspects sur lesquels on arrive à monter en compétences avec. Dans notre équipe, on a la chance d'avoir un PO qui connaît très très bien le produit. Et du coup, il découpe le produit en fonctionnalités, en user story itérative. Et ça nous permet de recréer, de redévelopper le produit de zéro. Sachant qu'en plus, il arrive à négocier avec les métiers pour réduire la voilure des fonctionnalités et essayer de se rapprocher le plus possible de MVP. Donc, MVP, Minimum Viable Product. C'est un produit avec un minimum de fonctionnalités possible, le plus basique possible, de façon à ce qu'il soit exploitable. Donc, en tout cas, on essaie de s'en rapprocher. Et typiquement, il y a des fonctionnalités dites de confort qu'on arrive à supprimer du périmètre. Par exemple, plutôt que d'avoir un super joli tableau dynamique qui explique les garanties qui sont couvertes en fonction des options qu'on choisit, tout ça, on a juste mis un lien avec une plaquette PDF à télécharger. Et enfin, la CI chez Alptis,
offre la possibilité de faire de la livraison continue. Donc on ne va pas s'en priver. On décide que chaque fonctionnalité qui a fini d'être développée est livrée en prod, même si le produit n'est pas ouvert au client. Et ça permet de nous décharger complètement mentalement au moment de la mise en marché, donc au moment d'ouvrir le produit au client. Si on revient à notre atelier, à Lisa, eh ben en fait, ce qui se passe, c'est que elle constate qu'il y a quand même, c'est quand même dommage de continuer comme elle faisait jusqu'à présent. Et donc, elle fait appel à un maître artisan qui lui explique que, par exemple, il y a une technique d'assemblage qui s'appelle tenant-mortaise. Elle va essayer d'apprendre, de maîtriser. Ça va prendre du temps, elle va se casser les dents, mais elle va continuer d'apprendre jusqu'à... Normalement, en fait, l'idée, c'est que une fois que ce sera maîtrisé, elle n'aura plus besoin de vérifier que la chaise tient debout, quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment, du coup, sur le projet ? Tout au long du projet, en fait, ça n'a pas forcément été un long fleuve tranquille. Ah non, je confirme. Principalement côté back-end. Donc en fait, dans l'équipe, il y a un dev qui est côté front et les autres côté back-end. Et du coup, la physionomie de l'équipe, surtout côté back-end, elle évolue tout au long de la mission. Il y a d'abord une première phase de 2 mois environ où on a encore notre ancien tech lead. Donc là, c'est génial. On est 3 côté back-end. On fait du mob programming. Moi, je coach sur la partie TDD. Lui, il nous coach sur le métier de la santé individuelle, sur les subtilités du contexte Altis. On avance bien, on est confiant, c'est trop bien et c'est cool. Franchement, c'est une période très cool. On a même supprimé 2-3 étapes dans notre workflow de développement que vous a présenté Laure tout à l'heure. Typiquement, la partie conception, il y a plus, puisqu'avec le TDD, on profite de la conception émergente. On a supprimé la revue de code. Il n'y a plus de recettes croisées, il n'y a plus de revue de code. On code tous en même temps. Donc ce sont des étapes qui sont inutiles, du coup, d'emblée. Et j'en profite quand même pour dire que sur cette phase, j'insiste sur 2 aspects qui me semblent très importants par rapport au TDD. C'est l'aspect baby step. Donc je vous ai dit tout à l'heure, à chaque phase, à chaque cycle, on va écrire un test qui échoue. Mais l'idée, c'est surtout d'écrire un test avec une assertion assez minimale par rapport à la batterie de tests existante. Et c'est là-dessus qu'on va pouvoir s'appuyer, pouvoir faire justement émerger la conception du code, enfin de l'application. Et la deuxième chose sur laquelle j'insiste, c'est la partie refacto. Et c'est là où on va vraiment se focaliser sur le clean code, les bonnes pratiques, les design patterns. Et c'est là-dessus qu'on va vraiment capitaliser pour assurer un code qui soit maniable dans le temps. Après, le tech lead nous lâche. J'étais censé le remplacer, il fallait bien qu'il parte un jour. Et en fait, on se retrouve que 2 côté back-end. Donc autant dire que le mob programming, c'est fini, puisqu'en fait, le mob programming, c'est minimum 3 développeurs. On essaie de faire du pair programming, mais c'est une activité qui est quand même plus énergivore. Elle demande quand même beaucoup plus de concentration mentale. C'est plus exigeant. Donc en fait, on jongle entre du pair et du solo programming. D'ailleurs, pendant cette période, on a des étapes de notre workflow qui reviennent, qui refont surface. Typiquement, la revue de code, la recette croisée. C'est une période du coup où en fait, comme on n'a plus de références sur le métier, sur le contexte Altis, on a plus d'aller-retour avec la recette. On commence à prendre du retard. Après, au vu du retard et des délais, le management décide de nous offrir un petit coup de pouce. Voilà. Donc on a une développeuse qui rejoint l'équipe, qui est expérimentée. Par contre, elle n'est pas du tout à l'aise avec le fait de travailler en groupe, ensemble. Elle aime travailler seule, c'est comme ça. Et en plus, c'est une période de congé. Donc, on essaie de jongler sur cette période, c'est pas simple. En tout cas, j'arrive à maintenir en tout cas la dynamique du TDD.
Donc on a toujours nos tests, on est censé avoir la conception émergente toujours. On n'arrive quand même pas à rattraper le retard. Et bon, on essaye d'avancer tant bien que mal. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, ben moi, je pars en congé pendant 2 mois. Il nous a lâchés. Donc, en plus, le renfort quitte l'équipe. En plus. Donc, il ne reste plus qu'un dev côté back-end. Il assure malgré tout avec succès la MEP. Et les dernières fonctionnalités qu'il y avait à développer à ce moment, en fait, c'était des fonctionnalités qui étaient déjà plutôt bien éprouvées sur les précédents produits. Et ben, en fait, il a simplement, entre guillemets, récupéré ces modules des précédents produits pour l'appliquer sur Santé Frontalier Suisse. Et pourquoi il a fait comme ça et pas comme en TDD, comme on avait commencé à faire, simplement parce qu'il ne se sentait pas encore tout à fait à l'aise avec cette pratique pour continuer à la mettre à l'appliquer et au vu des délais. Donc là, j'ai parlé beaucoup de la partie back-end. Côté front-end, en début de projet, j'ai pris le temps de passer une journée, 2 journées même, ou je ne sais plus. Je crois que c'était 2 jours. Ouais, c'était 2 jours en pair programming avec notre développeur front-end pour lui expliquer en fait la démarche du TDD. En fait, il était quand même curieux, même s'il n'était pas très convaincu au départ. Et à la fin de ces 2 jours, il s'est dit ah oui, c'est quand même assez pertinent, donc je vais la mettre en pratique. Et il a du coup fait du TDD tout au long du développement de l'application. Mais ça ne suffisait pas, bien entendu. On a eu aussi d'autres petites problématiques, notamment au niveau organisationnel. Il faut savoir qu'on a eu à peu près 3 semaines de friction sur l'organisation, notamment sur la partie architecture et la standardisation du produit. Il y avait eu pas mal de discussions avec l'ancienne équipe sur la standardisation du produit, avec l'architecte solution. Et ces discussions-là, la nouvelle équipe, elle ne l'avait pas trop en visu. Et donc, il a fallu, pendant ce temps-là, revoir les choses avec l'architecte solution. Et donc, la nouvelle équipe a dû rechallenger un peu cette solution-là pour le nouveau produit. Et bien entendu, sur nos parcours, on a aussi des dépendances externes. Donc, on travaille avec d'autres services sur certaines briques de nos parcours, notamment en ce qui concerne les documents contractuels, la partie tarification, la signature électronique, et puis j'en passe, parce qu'on en a plein d'autres. Mais comme on dit souvent, tout ce qui est en dehors de l'équipe, c'est le mal. Et bien entendu, chaque équipe n'a pas la même manière de travailler, pas forcément le même workflow, pas les mêmes contraintes. Donc ça a engendré quand même pas mal de coordination et notamment des réunions de synchronisation, ce qui a fait perdre un petit peu de temps. Bon, le résultat de tout ça, c'est qu'on a fini de développer Santé Frontalier Suisse en 7 mois, dont 1 mois de retard sur la date initialement prévue pour la livraison. Bon, on n'a pas fait plus vite que les précédents produits. En plus, on a la voilure des fonctionnalités qui a été réduite. Donc, on a du coup mis autant de temps à faire moins. Mais est-ce que pour autant, on a été moins vite? C'est pas si sûr parce que pour rappel, on avait quand même une nouvelle équipe qui était inexpérimentée sur les pratiques craft, inexpérimentée sur les produits Alptis, inexpérimentée sur le contexte Alptis et avec de nouvelles exigences à intégrer dans ce produit Santé Frontalier Suisse. Donc globalement, on a mis 7 mois, mais on desserre les fesses. Parce qu'on sait maintenant qu'on est sûr de ce qu'on livre. Et le code, d'ailleurs, il est simplifié par rapport à ce qui avait déjà pu être fait auparavant. Par exemple, on a des briques. Sur les précédents produits, lorsqu'il fallait y toucher, c'était un petit peu angoissant. Maintenant, ce n'est plus vraiment un sujet de crainte. Donc, on est serein pour le prochain produit. On sait maintenant qu'on va pouvoir aller plus vite. Et donc, au moment, vers la fin du développement de Santé Frontalier Suisse,
les métiers viennent à nous. Et là, ils nous disent, on a un nouveau produit encore à lancer qui s'appelle Santé Équilibre. Et ils nous challenge, ils nous disent, ça suffit, on aimerait bien aller plus vite, là. Comment on y va ? Et à ce moment-là, on avait eu pas mal de discussions avec eux, notamment sur les anciens produits, où on essayait justement d'influer là-dessus pour aller plus vite en disant, mais si on livre moins de fonctionnalités, on pourra peut-être aller plus vite et puis avoir des feedbacks plus réguliers et notamment voir si les produits étaient concurrentiels et si ça pouvait justement mieux passer. Donc on leur avait proposé, leur dire si vous voulez, on fait qu'une partie du parcours, notamment la partie de tarification. Ça permettrait aux courtiers de pouvoir tester l'offre et de voir si elle était assez concurrentielle sur le marché. Sachant qu'on avait eu déjà des cas où on avait développé tout le produit et arrivé en prod, catastrophe, le produit ne fonctionnait pas. Au niveau des courtiers, ils n'arrivaient pas à le vendre parce que les tarifs n'étaient pas assez concurrentiels. Donc on leur a proposé des choses, mais à l'époque, le métier n'était pas prêt à renier sur les fonctionnalités. C'était tout ou rien. Donc on a essayé d'amener les choses un petit peu différemment en leur disant, alors si vous ne voulez pas renier sur les fonctionnalités, il va falloir qu'on simplifie quelque part parce que sinon on ne va pas pouvoir aller plus vite. Donc on leur a dit, nous ce qui nous prend le plus de temps, c'est les règles métiers spécifiques. Donc là-dessus, ils ont commencé à réfléchir. Et puis si on revient à une autre analogie, c'était notamment leur proposer, leur dire au lieu de faire des pieds ronds devant et puis des pieds carrés sur la chaise, si on faisait les mêmes pieds partout, ça ira plus vite. Donc effectivement, ça infuse. Au bout d'un certain temps, les métiers, ils se reposent la question et ils se disent, on est OK, on va simplifier les choses, on va essayer de faire en sorte que les règles soient moins compliquées. Et donc, ils sont OK, finalement, pour avoir les mêmes pieds à la chaise. Donc, suite à de maintes réunions avec le métier et aussi des réunions techniques, on s'aperçoit que Santé Équilibre est quand même très similaire à Santé Frontalier Suisse. Et donc, il est même plus simple, vu que le métier a décidé de simplifier les règles. Donc là, on se dit, Santé Frontalier Suisse, on sait que il bénéficie du TDD, on part sur des bases saines. Les adaptations seront plus faciles, notamment parce que le code est testé et on peut partir sur les besoins métiers. Donc à ce moment-là, la décision a été collégiale. On s'est dit, on va dupliquer Santé Frontalier Suisse. Bilan. On l'a sorti en 3 mois. Et encore, donc on a d'abord mis 2 mois vraiment à faire, en tout cas sur notre périmètre dans mon équipe, on a mis 2 mois à faire notre produit quasiment complet. On a mis 2 semaines pour dupliquer l'ancien produit et l'adapter. Et ce qui a mis du temps sur ces 2 mois, ce n'est pas tant le développement, puisqu'une fois la duplication faite, en fait, le produit était quasiment fini. C'était vraiment la recette, puisqu'en fait, ce qui a été choisi comme stratégie pour la recette, c'est par prudence de faire la même chose que sur le précédent produit. Donc en fait, la recette a été faite par US itérative, fonctionnalité par fonctionnalité. Et ce qui a été intéressant, c'est de constater, logiquement, qu'il y a eu très peu de retours sur Santé Équilibre, mais surtout que les retours qui ont pu être faits sur Santé Équilibre étaient aussi imputables à Santé Frontalier Suisse. Sur ces 2 mois, comme on avait un peu de temps, du coup, puisqu'en fait, le produit était déjà quasiment prêt, on a pris le temps de développer une mécanique de simulation des services externes pour pouvoir aider la recette à valider tout ce qui était de notre responsabilité. Voilà. Et pendant le mois de RAB, on a simplement implémenté un comportement spécifique. Forcément, on n'y échappe pas, il y a toujours du spécifique.
On a pris le temps de brancher les services externes et on s'est même payé le luxe de développer les fonctionnalités de confort qu'il manquait du coup sur Santé Frontalier Suisse et les mettre aussi sur Santé Équilibre. Et à partir de là, on se dit, il y a peut-être un truc, on peut certainement passer à l'industrialisation. Et oui, et suite à cette réussite de Santé Équilibre, forcément, on s'est posé la question, et si on industrialisait ? Donc à ce moment-là, tout ça, on s'est dit, on va optimiser et puis on va essayer justement de faire en sorte de faire un template sur les produits santé individuels et donc de créer un produit interne vivant, recetté et toujours à jour qui pourra justement servir pour les futurs produits de ce périmètre-là et qu'on pourra réutiliser et améliorer au fur et à mesure des besoins métiers. Et comme ça, chaque prochain produit pourra en bénéficier. Donc, on a mis ça en place et on s'est dit, avec les 2 derniers produits, vraiment, on a vu qu'il y avait eu un gain de temps vraiment appréciable, même pour les métiers, au niveau du fait de réutiliser et de dupliquer certaines choses. Donc, on s'est dit, pour pouvoir mettre en place ce projet-là et de créer ce nouveau produit, qu'on a appelé Santé Template d'ailleurs, on va revoir un petit peu notre organisation également parce qu'à l'époque, nos équipes, elles n'avaient pas forcément le temps de pouvoir faire ce template à part. Donc on s'est posé la question de créer une nouvelle équipe socle qui pourrait gérer ce genre de projet un peu transverse et qui pourrait être réutilisé dans d'autres équipes. Donc pour ça, vu qu'on changeait l'organisation et puis qu'on avait besoin de passer du temps pour concrétiser ce template-là, il a fallu qu'on fasse remonter tout ça et nos demandes au niveau de la DSI et de voir justement si toute la nouvelle organisation était acceptée, si on pouvait avoir un budget pour l'année d'après pour pouvoir réaliser ce nouveau projet. Tout ça a été validé au niveau de la DSI. Donc 200 jours ont été alloués au niveau du projet Santé Template pour l'année 2026. Et donc, le projet Produire un parcours de vente en 150 jours a été acté pour 2026. Au-delà des chiffres, il y a quand même des choses qui sont intéressantes à regarder, qui ne sont pas quantifiables, mais qui ne sont pas non plus négligeables. D'abord, auprès des gens avec qui j'ai bossé dans mon équipe, je constate que les graines germent. Donc, j'ai travaillé avec des personnes qui ne savaient pas vraiment ce que c'était que le craft, qui ne savaient pas vraiment ce que c'était le TDD. Et aujourd'hui, ils ont compris la pertinence de ces méthodes et ils s'y intéressent. Auprès des autres équipes, ce qui a été intéressant, c'est que du coup, les résultats qu'on a obtenus dans notre équipe a titillé leur curiosité. Et ça tombe bien parce que en fait, ma mission se termine et j'ai envie que ça continue, que ça perdure. Donc, je propose de faire un atelier avec les développeurs des autres équipes de TDD en mob programming, mais en conditions réelles. Globalement, dans cet atelier sur 2 jours, on se met en posture pour pouvoir développer une nouvelle fonctionnalité qui va être du coup intégrée d'emblée sur les prochains produits. Et les retours sont très bons. Tout le monde m'a fait de très bons retours sur cet atelier. Ils ont été convaincus de la pertinence de ces méthodes. Bon, je dis tout le monde, il n'était que 3, mais c'est déjà pas mal. Et puis, il y a aussi un impact sur les autres profils, les PO, les managers. Ils m'ont fait confiance au début, certes. Je ne sais pas s'ils étaient vraiment très convaincus de la proposition. En tout cas, je ne sais pas s'ils étaient convaincus de l'impact que ça aurait pu avoir. Sachant que, pour rappel, les produits qui sortaient jusqu'à aujourd'hui, ils étaient stables. En fait, c'est pas des produits qui posaient des problèmes. Il n'y avait pas beaucoup de retours. Les courtiers faisaient de bons retours sur la qualité, en tout cas perçue.
Et puis, je ne vais pas vous cacher que le résultat qu'on a eu sur Santé Frontalier Fils n'a pas aidé à convaincre nécessairement que c'était très pertinent. Maintenant, avec ce qu'on a pu faire avec Santé Équilibre et du coup le fait de penser au template, je sais que maintenant ils sont un peu plus convaincus de ces démarches. Ils savent que ce sont des démarches sur lesquelles il faut investir, ça prend du temps, mais le craft n'est pas qu'un buzzword. Et puis, si on m'avait dit en début de mission que insuffler ces pratiques craft au sein d'Alptis aurait eu l'impact que ça a eu, je crois que j'aurais répondu bon, c'est vrai, le craft, c'est trop bien, mais quand même. Et la suite, alors comment ça se passe maintenant qu'on est en 2026 ? Eh ben, maintenant, l'équipe socle est en place. Donc, elle comporte un PO, une PO et puis 2 devs, un front, un back. Le template, eh ben, il est encore en cours de développement, mais la livraison arrive pour bientôt. Normalement, fin mai, ça devrait être OK. On a mis en place au niveau des autres équipes de la formation TDD pour pouvoir influer un peu ces pratiques-là et pour que ça devienne quelque chose utilisé au quotidien. Et dans les autres services, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, ils commencent justement à réfléchir un peu à tout ça parce qu'ils ont vu les impacts que ça pouvait avoir au niveau de notre pôle. Et donc, alors, ils sont encore pas prêts pour le TDD, mais ils commencent à parler template, réutilisation et mettre en place justement des pratiques qui leur permettraient de gagner du temps. Et donc, ils réfléchissent à notamment templétiser tout ce qui est document contractuel, car actuellement, ils le font encore modèle par modèle. On va retourner à notre atelier. Ce qui se passe, c'est que maintenant, Elisa elle maîtrise beaucoup mieux c'est tout ce qu'elle a appris avec le maître artisan. Et du coup, elle prend plus le temps de tester ses chaises, puisqu'en fait, elles tiennent d'emblée debout. Et du coup, elle passe plus de temps, par contre, à essayer de comprendre ce dont ses clients ont besoin et à répondre du coup à ses besoins. Et aujourd'hui, Lisa, elle peut se revendiquer artisane et Alptis aussi, je pense, un peu. Et voilà. Merci à tous de nous avoir écoutés et puis on est dispo pour vos questions. Et puis je tenais à dire que n'hésitez pas à venir me voir parce que je recrute en ce moment. Voilà. Et puis on est disponible sur LinkedIn. Oui, bonjour. Oui, moi je me posais une question. Est-ce que l'arrivée de l'IA générative a eu un impact justement sur la mise en place de TDD ? Est-ce qu'il n'y a pas eu du coup des choses du genre oui, mais maintenant que ça génère tout seul du code, pourquoi on s'embête ? Ça va plus vite ? Alors à l'époque, on n'utilisait pas trop l'IA chez Alptis. On commence petit à petit à l'utiliser au niveau de notre code. Faut savoir que ceux qui continuent à faire du TDD, justement, pour moi, ça change pas finalement les choses. Avec le TDD, c'est là où on va réfléchir au départ. Ça va nous permettre notamment de lui donner un meilleur prompt, un meilleur contexte pour pouvoir coder derrière. Et je pense que justement, le TDD aide encore mieux à définir ce qu'on veut demander à l'IA par la suite. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais si. Alors, j'ai une petite question sur le rôle du tech lead. Je trouve intéressant au moment où vous parlez, tu dis le tech lead est parti. En fait, on se rend compte que tu joues un rôle de coaching. Alors, disclaimer, je suis tech lead, mais est-ce que le tech lead, c'est pas un peu une béquille qui met l'équipe sous perfusion ? Comment tu crées l'autonomie dans l'équipe ? Est-ce que tu veux créer l'autonomie dans l'équipe ? Est-ce que tu veux garder le rôle de tech lead au sein d'Alptis ?
Je suis pas sûr d'avoir très bien compris la question. En gros, c'est est-ce que dans mon rôle de tech lead, j'arrive à faire en sorte que l'équipe gagne en autonomie et qu'elle ait plus besoin de moi? Eh bien, c'est une bonne question à laquelle j'ai pas du tout réfléchi. Donc je vais réfléchir en live. Mon but, c'était quand même de réussir à faire en sorte que l'équipe sache se débrouiller seule avec ces pratiques que j'ai essayé d'inculquer. Une chose est sûre, c'est que au bout des 7 premiers mois, enfin 7 moins 2, 5, des 5 premiers mois, il y a du coup le dev qui est resté tout seul côté back-end, il n'a pas su continuer cette pratique. Et en fait, c'est vrai que c'est une pratique qui, même si elle apporte beaucoup de bénéfices, elle demande quand même beaucoup d'entraînement. Il y a une courbe d'apprentissage qui n'est pas négligeable. J'ai pu quand même, j'ai parlé des briques qui ont été simplifiées. En tant que tech lead, j'ai pas mal bossé dessus, justement, et je me suis beaucoup appuyé sur ces trucs-là pour pouvoir montrer à mes équipiers comment, en fait, on arrive à s'appuyer sur cette méthode pour avoir une conception émergente, justement. Donc ça, c'était intéressant. Maintenant, je sais pas dire si tout le monde est autonome sur ces pratiques. Le truc, c'est que j'ai déjà été pas mal tech lead par le passé où souvent on s'appuie effectivement sur moi pour pouvoir prendre des décisions techniques, pouvoir même prendre des décisions, essayer de trouver le juste milieu entre coût et qualité, par exemple. Là, il n'y a pas eu trop ces questions qui se sont posées. Voilà, globalement. Je sais pas, c'est bon? Parfait. J'ai une remarque, une question. Merci déjà pour le talk, pour le retour d'expérience. Sur ce que vous avez fait, en fait, vous aviez déjà des produits qui fonctionnaient, donc sur lesquels il y avait du ROI, c'est-à-dire qu'il y avait un investissement et puis à un moment donné, il y avait un retour dessus qui créait du capital pour l'entreprise et autres. Et là, ce que vous venez de faire finalement, c'est de remettre même du ROA, ça veut dire que vous avez même un asset dans l'entreprise qui a un template qui va permettre d'aller plus vite, d'aller plus loin aussi sur les notions de spécificité potentiellement. Est-ce que vous avez réfléchi aussi largement au-delà même du template, l'émergence de potentiellement d'autres services qui soient sur étagère, qui soient réutilisés pour Alptis au sens large pour tous les produits? Alors oui, c'est des choses qu'on réfléchit au quotidien, qu'on essaye justement de pouvoir mutualiser un maximum les développements. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a voulu monter cette équipe socle qui travaille en transverse et qui... Alors l'organisation, elle est assez nouvelle. Ça fait que depuis le début de l'année qu'on a mis ça en place. Donc vraiment, notre but, ce serait justement que cette équipe, elle puisse créer des services qui soient utilisables par tout le monde et qui soient justement maintenables dans le temps et mutualisés. Donc vraiment, on essaye d'aller par là, en tout cas. Donc je sais qu'on a encore plein de choses à développer par rapport à ça. Mais voilà, c'est vraiment des choses que nous, on essaye de mettre en place et qu'on aimerait qui perdurent dans le temps chez Alptis. Voilà. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. J'ai une question sur, en fait, au cours de votre parcours sur la transition vers Decraft, est-ce que vous avez rencontré des personnes qui étaient particulièrement contre l'usage de ces pratiques? Et est-ce que vous avez dû utiliser des arguments en particulier pour convaincre ces personnes-là? De manière générale, non. J'ai eu cette chance, on a eu cette chance. Du coup, je me rappelle très bien, par exemple, que j'ai fait la proposition, c'était en fin d'année, en décembre, il y avait une réunion avec tout le service où j'ai commencé à en parler. Et j'étais très surpris parce que il y a personne qui s'est opposé complètement à la démarche. Par contre, c'est une démarche que j'ai essayé de mettre en place en co-construction avec les autres. J'ai pas voulu imposer un truc et il faut que tout le monde suive. Par exemple, j'ai parlé du renfort qui nous a
rejoint en cours de développement, en cours de mission, qui ne se sentaient pas du tout à l'aise avec le mob programming. Moi, je n'ai pas cherché à imposer le mob programming, même si moi, je suis très convaincu qu'enfin, il y a beaucoup de bénéfices à en tirer. Et globalement, c'est la seule opposition que j'ai pu observer dans le cadre de cette mission. Et je me suis juste adapté et j'ai essayé de proposer des alternatives en essayant quand même de montrer la pertinence du TDD, ce qu'elle a accepté de faire, elle a joué le jeu. Et voilà. Je voulais compléter, parce qu'il faut savoir qu'avant que Didier il arrive chez Altis, moi, ça faisait déjà un moment que j'en parlais du TDD, du craft, au sein des équipes. Donc, ils connaissaient déjà un peu ce que c'était, ce qu'on pouvait faire avec, etc. Et donc, du coup, effectivement, quand on a eu quelqu'un qui maîtrisait mieux le sujet et qui voulait vraiment le mettre en place, au niveau du management, enfin en tout cas de mon manager à moi, il me disait go, vu qu'il connaissait déjà le sujet, que j'avais déjà pas mal parlé de plusieurs choses, et donc du coup c'était pas quelque chose qu'il découvrait complètement à ce moment-là. Donc on s'est dit c'est le bon moment, faut y aller quoi. Merci.